Bon, ça commence fort. Il a dit une chose, Hetzel Joe, que malheureusement, je n'aurai pas sur la vidéo. Non, pas du tout. Je vois pas du tout ce que j'aurais dit. N'empêche. Une bêtise. Oui, mais c'est ce qu'a dit la personne qui était au micro sur le premier vide-grenier. En disant que... Comment c'était exactement ça? Les saucisses étaient chaudes et que... Les frites. Les saucisses étaient chaudes. Et vous pouviez aller pour les engloutir ou je sais pas quoi, un truc comme ça. C'était sorti de son contexte. C'est bizarre. Hein. Bon, vous allez dire que j'ai l'esprit mal tourné, mais vous avez raison. Oui. Alors, plein de petites choses. Alors, voilà, c'est ça a l'air d'être un amateur comme nous de BD qui ramassait tout ce qu'il pouvait. Oui. Et ce qui est gentil, c'est qu'ils vendaient ça, mais 3 fois rien. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'on l'avait vu l'année dernière. Oui. On avait pris plein de jolis petits trucs. Et là, il y en avait quelques-uns. Je me dis, ceux-là, j'ai pas dû les prendre. Ah oui. Donc, ceci, c'est Léo Loden. Donc, une étiquette pour une bouteille de vin. Donc, l'étiquette n'a pas été utilisée. C'est souvent sur des festivals comme ça, ils vendent des bouteilles avec l'effigie d'un personnage BD. Voilà. Alors ça c'est chouette ça. Malheureusement c'est sous blister et j'ai pas de ciseaux. Je l'enlèverai le blister. Non. Je t'assure que je l'enlèverai. Non, il ne faut pas. si. Donc pour voir les cartes postales, voilà, sont magnifiques. c'est le vent dans les saules de Plessix. Oui. Ah, tu dis Plessix à chaque fois? Moi, je dis Plessis. Mais Plessix, oui, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas, mais bon, c'est c'était un super dessinateur. Qui est malheureusement décédé trop vite, trop tôt. Et que dire d'autre? Tiré d'un roman. Ouais, d'un roman de... Ah, zut. Bon... Sur le coup, je ne sais plus qui l'a écrit. Gran. Oh, c'est un roman anglais. C'est un roman, quoi. Bref. Et c'est avec des animaux, c'est anglais. Et ce qui fait que ça fait une histoire qui est vraiment sympathique. Ouais, très très belle. Voilà, donc là, c'est l'enveloppe. Donc c'est vachement chouette. Ouais. Donc là, c'est le festival de Soliès. J'ai vu ça sur un autre truc. Ah, et donc là, c'est voilà. Super, la carte postale du festival. Et il a récupéré le petit flyer du festival qui date de 2000. Donc c'est toujours Plessix. Là, on voit Crapaud, là. Qui est là, qui est passionné par tout ce qui est technologique et qui... C'est vachement chouette. Ouais. Qui est un sacré fouteur de merde d'ailleurs. La zone. Ah oui, non, c'est un... C'est un fou. Super ça. Parce que c'est vrai que retrouver des petits dépliants comme ça de festival de BD, c'est pas facile quoi. Puis ça date de 2000, donc ça a plus de 20 ans maintenant. Ouais. Moi, j'en avais récupéré énormément pour Masbo. D'accord. Bon, ça, Amiens. Moi, ça m'évoque... une bête qu'on peut voir dans l'Enfeust. C'est pas signé du tout. Ça n'a pas l'air d'être finalement du dessin de l'Enfeust. Quand je regarde de plus près, je sais pas. Ah oui, tiens, c'est curieux. C'est tiré c'est numéroté, 250 exemplaires. Faudrait que je fasse des recherches pour voir c'est la bulle d'Amiens 2000. Je pense qu'on doit pouvoir retrouver sur leur site. Ils ont un site où ils proposent, à la fois ils parlent du festival et à la fois ils proposent des expositions, si je me souviens bien. On doit pouvoir trouver un petit peu l'historique du festival en 2000. Ouais. Alors, un dessin olé olé. Oui. De Walteri. Voilà. Donc, est-ce que c'est un personnage précis? Ça, je suis pas sûr. Je sais pas. Je sais pas du tout. Et ce qui est marrant, c'est que la carte postale est numérotée. Ouais. Elle est numérotée pour 600 exemplaires. Voilà. Okay. Donc voilà. Alors ça, c'est une BD faite par Conrad. Alors ça, j'ai découvert tout en même temps avec vous parce que moi j'étais sur un autre stand pour l'instant. Et cette BD-là était, c'était une espèce de tirage de tête. Enfin, c'est un machin.
Ça coûtait très cher à l'époque et que j'ai jamais réussi à avoir. Oui. Voilà, sur une histoire de Conrad. Bon, là, il y a la carte postale. Ok. Il n'y a rien de marqué à part Tatum. Mais bon. Voilà. Tiens, ça, c'est L'homme de Java. Ah oui, c'est sympa, ça. Donc, une histoire que j'avais beaucoup aimée. Oui. Et le dessin, j'avais vraiment aimé particulièrement le premier tome. Après, il change un peu le dessin. Mais bon, c'est une histoire vachement sympa. Oui. Donc, Oui. une carte postale. Ok. Là, autre festival a donc toujours un dessin de Plessis sur le vendeur des saules. Ah oui, en fait, c'est marrant, c'est vraiment, c'est très... 95. 95, ok. Voilà. Ouais. Alors ça, je soupçonne que ce soit un auteur qui s'appelle Mazan, mais c'est pas signé du tout. C'est un Père Noël? Oui, Père Noël qui est trop gros, il passera pas par la cheminée. Ah bah oui, bah, il y a un problème. Mazan, tu penses? Je soupçonne sans être certain. D'accord. Ça, par contre, c'est Simon Léturgie qui avait fait, comment ça s'appelle, les deux dingos, là. Ouais, les deux flics, là. Oui. Oh, c'est déjanté, ça. Avec le petit, là, qui est fasciné par le Clint Eastwood. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai l'impression... Ah, je suis même pas sûr. Bashi Bouzouk. Bouzouk, c'est pas un magasin, ça, Bashi Bouzouk Oui, si, sûrement. Ça doit venir de ça, ouais. Et par contre, c'est peut-être Paul Star, la première série qu'il a commencé. Qu'il avait fait? Ouais. Ouais. Est-ce que tu as des infos au dos? Non, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Non. Donc pas d'indication si c'était un tirage limité. Un bel extrait, ça c'est la Corporation des libraires en BD. Oui, okay. Canal BD. Le vent dans les saules. C'est vraiment un festival. Je pense qu'il avait bien aimé Plessix, cette série-là. Ça fait un... Je crois qu'il a fait un carton avec ça quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment oui, c'est vrai. Son grand succès, quoi. Il en a fait deux il y a eu l'intégrale et après il y a eu le cycle après. Ouais, le vent dans les sables. Ouais, qui se passait. Et malheureusement après il est décédé. Bon. Putain, on a fait durer le plaisir là. Hein. Oui. On a détaillé. Mais si. Allez, alors. Un petit côté musique. Ah ça c'est j'ai entendu que le vendeur savait que ça venait d'un jeu. Il a dit que ça venait d'un jukebox. Tu confirmes? Je sais pas. C'est le format des disques anglais. Tu l'as testé? Non, pas encore. J'ai pas eu le temps. Ok. Bon bah là le logo a souffert. Mais bon, j'ai envie de dire, je crois que c'est le premier 45 tours des Clash. White Riot. Ça date du blanche. Ouais. Oui, parce que en fait, ils avaient assisté à une émeute des immigrés jamaïcains. En fait, ça a commencé par un défilé, un carnaval, machin, qui a été plus ou moins réprimé par la police. Et donc c'est parti en vrille. C'est parti en vrille, ça s'est tourné en émeute. Et ce que souhaitait Joe Strummer, c'est que vous les Blancs, à votre tour. Ouais, la classe ouvrière, quoi. Oui, mettez-vous aussi. Vous voyez, vous avez l'exemple. Voilà. Donc, je veux une émeute blanche. Dire c'est pas ça n'a rien de raciste, au contraire. Non, c'était en fait une émeute contre les conditions de travail des ouvriers. Voilà. Pour une révolution. Donc il y a dû y avoir des tas de rééditions de ce 45 tours. Oui. Et là tu penses que c'est la première version? Alors je sais pas du tout, mais bon c'est le premier single quoi. Ok. Je crois. Ouais. Bref, toujours en côté CD, ça a été ma grande période incorruptible, inrecuptible, mais Bernard Lenoir, où j'avais entendu, c'était, ça me plaisait moyennement, c'était sympa, The Cooks. J'ai dû écouter un album, alors ça c'est un petit peu comme Franz Ferdinand, je dévoile un petit peu ce qu'il a acheté. Il a acheté un album des Franz Ferdinand. Tais-toi. Et donc, tu connais? J'ai dû en écouter un,
mais je ne m'en souviens plus du tout. Alors, j'avais trouvé ça sympa. Peut-être pas plus que ça, j'avais pas envie d'acheter l'album neuf. Hein. Bah oui, c'est pas le même prix fort. Donc voilà. Hop. Donc ça permet de s'offrir des CD que... Oui, c'est vrai que de toute façon, 1 euro, c'était 1 euro, c'est ça? Ouais, voilà. Je dis toujours les prix. 1 euro, bah, là, on peut se permettre de prendre des albums quand c'est sorti, ça doit être même des 15. Même des trucs qu'on trouve moyens, quoi. Oui, voilà. Franz Ferdinand. Donc, ça, par contre, j'aime bien Franz Ferdinand. Quoi. À part le deuxième album que j'ai trouvé bizarrement inconsistant. Le reste, j'aime beaucoup. C'est du rock à la limite, peut-être presque un petit côté disco des années 80. Enfin, ouais, quand tu vois quand les rockers se mettent à mettre un côté disco, quoi. Ouais, dans le et par contre, les mélodies, j'adore. Franz Ferdinand, donc c'est le nom de l'empereur Autriche-Hongrie qui a été assassiné à Sarajevo. Donc c'est le nom du groupe. Groupe anglais. Yes. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom. Bon, enfin bon. Je sais pas. Il faudra regarder sur Wikipédia. Oui. On va pas tout vous dire. On va pas vous mâcher le travail d'abord. Ah, c'est scandaleux. Bah oui, c'est alors là, par contre, les Clash, yes. Alors ça c'est Super Black Market Clash. Ça a été Black Market Clash d'abord en vinyle. C'était un vinyle en 25 cm. C'était rigolo. Que j'ai pas malheureusement. C'était des faces B, des trucs comme ça. Je crois qu'on trouvait pas ça aux États-Unis. Donc il me semble que c'est ça. La raison d'être du truc, c'est qu'ils mettaient des choses particulières en Angleterre. Enfin, qu'on ne trouvait pas aux États-Unis. Ah oui. Donc, c'est en fait un recueil de faces B, de chansons plus ou moins inédites, machin. Et donc, il n'y avait pas toute cette liste-là en vinyle. Ah, ok. Et donc, là, pour la version CD, ils ont complété. Alors, oui, voilà, c'est des fonds de tiroir, hein, c'est des faces B, voilà, c'est pour avoir tout écouté les Clash. Voilà, donc c'est voilà. Moi, j'ai l'impression que tu es un grand fan des Clash, non? Non, pas tant que ça. J'aime bien le rock anglais, quoi, dans l'ensemble. Ok, d'accord. Et voilà. Hop. Allez, hop, un petit bouquin Star Wars. Alors, trop de Star Wars tue le Star Wars pour moi. Ça a été le cas. Il y a eu beaucoup de livres, hein. C'est ce que tu disais en fait. Et donc là, ça recense en gros les vaisseaux. Ouais. Moi, j'aime bien le côté technique Star Wars, pas du tout le côté la force soit avec vous. Ça, ce côté-là me cassait les pieds. En matière à l'époque, en matière de films de SF, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Donc moi c'était vraiment le côté SF, alors que bon, ça a un côté vachement plus fantasy, quoi, finalement. Bah, moi en fait, bien sûr, mes préférés c'est la première trilogie. Hein. Après, La Menace Fantôme, j'avais bien aimé. C'était justement, ça prenait un petit peu à rebours, on montrait un petit peu l'Empire quand l'Empire avait de la classe et était au summum avant que l'effondrement. J'aimais bien, j'ai regardé ça, même le petit personnage là que tout le monde déteste, j'aime bien. Jar Jar Binks. Ouais, Jar Jar Binks, ouais, je sais, je vais faire. Il y a des gens qui frissonnent là. Après, le 3, enfin la revanche des Sith, non, là ça m'a un peu cassé les pieds. Point de vue scénaristique, c'était pas top. Ouais, bon, ils étaient un petit peu obligés d'arriver à ce niveau-là, mais bon, ça m'a pas spécialement plu. 7, 8, 9, sur le coup j'ai bien aimé au cinéma les voir, mais je les ai jamais revus depuis. Le 9, bon il y avait des séquences, on se dit ah non, comment on appelle ça, le seuil de la vraisemblance ou de la crédibilité qui était atteinte.
dépassé. Ouais, c'était totalement dépassé. Hein. La charge avec les bestiaux sur l'aile ou sur le vaisseau spatial, là, c'était un petit peu space. Rogue One, fabuleux. Ouais. Rogue One est super. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a la jeunesse aussi de Han Solo. Finalement, je l'ai pas vu. Je l'ai pas terminé. Tu l'as pas terminé. Il y a des trucs qui sont chouettes. Hein. Moi, je trouve que dans tous les Star Wars, il y a des trucs où j'aime bien regarder les vaisseaux, j'aime bien regarder les différentes choses. 7, 8, 9, j'ai du mal à m'attacher au personnage. Par contre, il y avait dans la jeunesse de Solo, ce que j'avais bien aimé, c'était Lando Calrissian. Je trouve que l'acteur a un super charisme, il est roublard. J'aurais bien aimé qu'il y ait avec cet acteur une histoire de Lando Calrissian, parce que je trouve qu'à un moment donné il a beaucoup plus le côté un peu roublard que pouvait avoir Yann, moi je dis Yann, Yann Solo dans la Guerre des Étoiles. On sent ton âge. Et avec Chic Tabac. Ouais, avec Chic Tabac. Et donc ça aurait été sympa qu'il y ait une histoire avec lui. Bon, ça s'est pas fait. Il y a eu des... ça a été je crois que ça a été abandonné. Ça. Ouais. Par contre, alors, pour en revenir au bouquin, je suis à moitié... c'est sympa. C'est sympa, mais il y a beaucoup de vaisseaux qui sont de la 3D. Ouais, c'est de la 3D. De toute façon, on sent bien que tu vois, c'est une présentation, quand même, c'est destiné aux enfants. Côté technique. Oui, puis les illustrations, ouais, c'est... Puis c'est... ouais. Bon, il y en a, c'est sorti du dessin animé en 3D, quoi. Ouais. Mais, alors, ouais, je suis à moitié... par contre, pour Star Wars, j'ai pas vu Andorre, il paraît que c'est super. Ah, c'est pareil, ouais. J'ai pas vu le Mandalorian. Ça, je sais plus, mais on m'a dit effectivement que Andorre... t'as vraiment pas le côté force, donc moi, ouais, et ça devrait justement me plaire, ce qui paraît. Hop, bon, allez, bouquin. Alors ça, c'est toi qui me l'as indiqué. Ouais. Il faudrait bien que tu le brosses, hein, parce que la tête a un petit peu... C'est Robida. C'est vrai que ça faisait pas mal de fois que tu m'en parlais de Robida. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu pas mal d'illustrations parce que, en fait, il est parmi les premiers illustrateurs de merveilleux scientifiques. Hein. Voilà, de merveilleux scientifiques. Faut regarder, vous tapez Robida dans Google Images. Et voilà, il imaginait le téléphone avec télévision, truc comme ça, en 19e siècle, quoi. Oui, il faisait même avec des dirigeables à toutes les sauces, avec des gens qui avaient des taxis dirigeables, qui s'en servaient comme ça. C'est vraiment des hélicoptères. Je veux dire, c'est le côté rétrofiction steampunk, quoi. Enfin, sauf que le mec vivait à l'époque, quoi. Oui, c'est ça. Et alors il a fait des cartonnages qui sont hors de prix. Et là, c'est une petite collection. Je crois qu'on en a déjà montré, ça, on en a déjà trouvé. On en trouve de temps en temps. La dernière fois que j'ai vu un Robida, c'était pas du tout du merveilleux scientifique, donc ça avait pas beaucoup d'intérêt. Celui-ci, si. Si, celui-ci, ça s'en est. Bon, ce qui est dommage, c'est que... Bon, il est en triste état. Bon, il est... Mais bon, oui, j'en avais aucun. Bon, là, c'est dommage, il manque la page de garde. Ah, ça, j'avais pas vu qu'il manquait ça. Et faudrait que je retrouve un vieux bouquin sans intérêt pour récupérer ça. Oui, parce qu'on trouve assez facilement. Parce que ça a l'air d'être un type de papier bleu assez courant à l'époque. Oui. École publique de garçons. Oh. Et donc, malheureusement, dedans, là, il s'est pas trop cassé les pieds pour les... Non, pas trop. Un petit peu plus loin, je crois qu'il y a un dirigeable... Voilà, ça là, sont pas géniales comme illustration. J'en ai repéré une à la page 84. Donc, ouais, c'est moyen. Voilà, c'est le genre de dessin qu'il pouvait faire. C'est pas le mieux qu'il ait fait. Oui. Parce qu'il y en a des fois, beaucoup plus belles, avec beaucoup de personnages, des fois. Avec beaucoup plus de soin. Là, non, il a fait un peu, par sur la jambe par rapport à ce qu'on peut voir
regardez Robida, quoi. Ouais. Et donc, c'est dur à trouver. Alors, c'est un illustrateur. Oui, le côté science-fictionnesque, ouais, il n'a pas été réédité véritablement. Pas que je sache, quoi. Ou alors des tout petits trucs confidentiels. Je connais beaucoup moins que Jules Verne, mais c'est vrai que... Et je serais curieux d'en lire, parce que bon, non seulement il était illustrateur, mais il était aussi écrivain. Oui. Et en tant qu'écrivain, je sais pas du tout ce que ça donne. Donc je vais pouvoir en lire. Alors bon, ça a l'air d'être clairement pour la jeunesse. Mais bon, à voir. Comme ça te confirmera en fait, savoir si tu dois en chercher d'autres ou... Ah, c'est rigolo ça. Il y a quand même des petits trucs rigolos, mais bon. Ouais. Mais bon, j'ai trouvé que au niveau dessin, c'était pas trop cassé les pieds. Ok. Là, du fleuve noir-blanc. Fleuve noir-blanc, voilà. Plus, Donc, le couple Lemay, je sais plus, il me semble que c'est pas si mal. J'en ai jamais lu, ça. Non, Lemay, ça dit rien, ce couple. Non, je l'ai jamais lu. Bon, Pierre Suragne, c'est... c'est un nom, c'est comment il s'appelle? C'est le pseudo de Pelot ou Pierre Pelot. Pierre Pelot ou... Andrevon. Non. C'est Pierre Pelot, je crois. Ouais, d'accord. En fait, il utilisait un autre pseudo. Ouais, c'était... D'accord. Je crois que c'est ça. Et donc voilà, et le dernier, Peter Randa, alors lui il a tout fait. Oui. Il a fait du polar, de l'angoisse, du machin, du truc. Oui, totalement. Et alors j'en ai lu qui était pas terrible, et le premier que j'avais lu c'était pas mal parce que c'était sur un parasite qui se collait sur les humains. Mais à un moment donné, le rapport de force s'inversait. C'était assez rigolo. Ouais, pas mal. Et c'est en fait le parasite devenait une sorte de... Comment c'est dans Stargate. Il était dominé à un moment donné, quoi. Ouais. Comme dans Stargate, en fait, tout ça devient un Goa'uld. J'ai pas vu. Donc voilà, c'est 50 centimes. Hein. Okay. Donc c'est toi qui as dit le prix, c'est pas moi. Voilà, c'est moi qui ai dit le prix, donc c'est la période blanche. Ouais. Donc hélas, c'est plus des illustrations de Brantôme. Voilà. Mais bon, Pierre Suragne, ça doit le faire. Alors alors c'est rigolo ça, Olaf Stapleton, parce que c'était la vendeuse qui était marrante. Ah oui, elle avait trouvé ça trop dur, casse-pied. C'était pas trop vendeur en fait. Ah oui, non. Et en même temps, trop dur casse-pied, il y avait le prix qui faisait des allers-retours entre 1 euro, 2 euros. Ah non, j'ai entendu 1 euro, moi j'ai dit. Comme je suis. Ouais. Donc voilà, donc un Présence du futur, donc avec la maquette, c'est marrant, c'est qu'il y a encore le vieux prix. Et c'est la première édition. 14 francs 40 ouais. Tiens, de 1975 apparemment. Ouais. Et tu vois, on le voit ici là. On 75, ouais. Donc ça doit être la première édition. Et il y a un inédit. Oui, il me semble bien, j'ai regardé. Donc voilà, moi comme tu dis, je vais faire le full set. Le full set. C'est classe quand tu dis ça. Et donc, voilà, avec cette présentation sobre de Présence du futur. Ça. Hop. Alors, BD, Le Royaume, ça c'est super marrant. Donc, bon, le petit truc, tu vois, c'est... Ah, il a été griffé, effectivement. Elle a été bien griffée. Ah ouais. On voit, mais bon, c'était pas cher, c'était un des deux derniers qui me manquait. Le Royaume, comment dire? Il y a Anne. Oui, Anne. Qui se fait virer du château, qui ouvre une auberge. Ouais, parce que... elle a un amoureux, un amour non partagé. Non partagé, c'est plutôt... Par un forgeron. C'est François, donc qui à chaque fois lui offre des fleurs en métal, et en a ras-le-bol. Donc il y a le roi, c'est le troisième. Le roi, non. Le roi est là. Ah, le roi est là, vraiment la reine. Alors le roi, il est vraiment bonhomme. Oh ouais, il dirige vraiment tranquillos son royaume, tout se passe bien, donc il passe son temps tranquille. Il est embêté par sa femme. Il a ses deux
deux enfants, deux fils. Qui sont... en fait, au début, pas matures. Hein. Ils sont pas matures et en même temps, à un moment donné, ça va. C'est vraiment les ados attardés. Et en fait, ils jouent avec leur bilboquet comme des gamins jouaient avec leur jeu, quoi. Leur Switch ou leur PlayStation, quoi. La princesse. Alors ça, c'est son conseiller qui est un très très bon conseiller. Et les oiseaux. Il y a les oiseaux qui parlent. Et qui sont des vrais teignes. Ah ouais, ils sont casse-bonbons. Ils sont casse-pieds. Ouais. Ils commentent ce que font les gens. Ils s'amusent un petit peu des fois à les mettre dans des pièges. Ils répètent tous les secrets. Ils mettent en boîte les gens. Ouais. Et donc c'est la fille. Moi au début le dessin j'ai eu du mal. Oui, c'est très curieux au début. Vraiment on se dit que c'est un truc pour enfants et en fait il y a du peps, il y a des réparties, il y a des expressions. C'est vachement sympa. Moi c'est Jean et Pierre-Louis c'est terminé. Ouais. Mais le côté médiéval complètement farfelu. Ah oui, c'est ça. Je l'ai retrouvé là-dedans, j'ai beaucoup aimé. Il y en a 7, 8. Je sais plus où ils en sont. Oui, ça doit faire à peu près ça. Fait combien t'en es là? Il y en a combien dedans? Non, ça c'est le 3e. C'est le 3e. Je crois que c'est dans ces eaux-là. À peu près ça, ouais. Malheureusement, il a arrêté la série. Hélas. Dans un superbe album avec un dos toilé. Il a sorti récemment, il y en a un qui est sorti avec des histoires qui étaient toujours inédites. Et tant mieux parce que moi j'avais fait la liste de tous les Spirou où les histoires étaient sorties. Il y a même un Spirou, je ne me souviens plus du numéro, où il y a un poster du royaume et je voulais faire faire du découpage parce que je suis totalement c'est mon côté Frankenstein iconoclaste. Voilà, totalement pour les rassembler et les mettre dans un album. Bon, là ça a été fait, donc tout va bien. Et c'est une super série. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Ouais. Chimélé. Alors, Marc-Antoine Mathieu. On en a déjà parlé aussi. On a parlé de son personnage, Julius Antoine Artefact. Il est aussi, je crois, scénographe ou un truc comme ça. Ah oui? Ouais. Ah, ça, je savais pas. Mais c'est toujours des histoires autour de la BD. Sur la BD et sur le support et sur... il joue vachement avec les codes de la BD. Et c'est chouette, quoi. C'est inventif. Et c'est bien. Et on en voit rarement. Donc là, c'est un exemplaire de bibliothèque, donc j'ai pris quand même. Parce qu'on les voit rarement de cases. Ouais. Et il fait toujours des tas de trucs. Tout est en noir et blanc, sauf des fois, il y a un peu de couleur. Il y a toujours, puis même il y a des découpages dans les... il y en a un exemplaire. Il y a des tas de trucs comme ça. Il en a fait un avec un passage en 3D. Il y en a un où tout est décalé. Donc on commence par le milieu de l'histoire. Tu retrouves la couverture à l'intérieur, c'est un truc complètement... Il est très joueur. Ouais. Alors, ça, c'est un album promotionnel. C'était pour l'achat de deux albums de Pratt de chez Casterman. Ça, c'était offert. Alors, autant dire que c'est un gadget. Oui, totalement, mais bon, c'est sympathique. Là, j'adore ce dessin-là. Après, voilà. On va le feuilleter, ça va être vite fait. Ah oui, c'était vraiment offert, c'est un truc promotionnel, quoi. Et c'est chouette, hein. Je crois que le premier, on dirait un petit peu aquarelle avec de saturé d'eau, un petit peu. C'était son truc, quoi. Ouais. Je sais pas comment il faisait. Enfin, est-ce que c'était des prises de notes ou des trucs comme ça qu'il faisait en aquarelle? Voilà, c'est du Pratt, hein, on va pas tourner autour. Donc,
Voilà, donc c'est sur le thème de la Lune, donc ça doit être là, ça ressemble à une page de BD, donc ça doit être oui, Burn Munchausen, mais bon, ça doit être sorti d'un collectif, d'un album collectif ou un truc comme ça, j'imagine. Ça pareil, quoi. Donc sur le thème de la Lune, livre-objet. Ok. Munchausen, je crois qu'en français, à une époque, ils l'avaient traduit. C'était le baron de Crac ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est sur le stand que tu parlais tout à l'heure. Comment je parlais avec Isa Cochet, donc la coloriste. Là, cet album d'Andreas... J'étais même pas au courant qu'il était sorti. Andreas, il dessine vite, dessine très bien, mais en plus il dessine vite. Donc il fait plein d'albums. Et celui-là, je l'avais raté. Je savais même pas qu'il existait. Alors, il me manque pas tant que ça d'Andreas, parce que c'est mon pote Jean-Phi qui me l'avait présenté ça il y a longtemps. Donc... Et à chaque fois, il change plus ou moins de technique, de trucs comme ça. Et là, la particularité, dans les Capricornes, il peut faire des tas de hachures. Là, il n'y a aucune hachure. Donc là, il y a la petite signature de la coloriste. C'est sympa. Très sympa. Elle nous l'avait proposé. Et donc, je lui ai demandé, celui-là, vous l'avez fait par ordinateur? Ouais. Tandis que les Capricornes, elle faisait ça par aquarelle. Donc, je sais pas du tout ce que ça donne. Alors, des fois, c'est... on trouve quand même des fois son style. Totalement, sur ces mises en page complètement dingues, sur les angles de vue. Ça reste vraiment super. Et je note que tout à l'heure, t'as feuilleté au moins un Capricorne? Même pas. Bravo. Voilà. Donc là, on peut être rebuté par le dessin. Mais c'est vraiment un parti pris. Il fait des partis pris sur chaque album. Et là, il y a un côté très simple du dessin. Faut pas s'y fier. Oui, parce que l'histoire a l'air sombre. Là, l'histoire a l'air sombre, mais Puis des fois, c'est pas très clair ces scénarios. Faut s'accrocher. Par rapport, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des fois, on se demande si on a bien compris l'histoire. Et il fait totalement aucune concession. Et quelque part, c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Surtout quand c'est du fantastique. Mais ça reste fascinant, quoi. Et Andreas, ceux qui connaissent pas, jetez un œil. Alors, le plus abordable, ça doit être le premier tome de Cromwell Stone. Qui est un de ses premiers, qui est l'histoire est assez facile à comprendre. Rourke, c'est du fantastique, donc quelque part. C'est vers la fin, il veut dire quoi à la fin? Mais c'est vraiment super, quoi. Et quelque part, le fantastique, c'est des fois l'événement s'est passé, tu n'auras pas la clé. C'est ça aussi le fantastique. C'est le truc qui se passe là. Tu l'observes du coin de l'œil, donc quand tu tournes la tête, il a déjà disparu. Et tu as juste la sensation d'avoir vu quelque chose qui était bizarre. Et je crois que c'est un petit peu ça, alors, certains, parfois, Andreas. Ouais, mais bon. C'est que mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Que dalle. Alors là, je l'avais déjà. Il était quelle heure? 11h. 11h, facilement. Ouais, facile. Donc, une vieille réédition, mais vraiment, j'ai envie de dire... en état. Très propre. Ouais, c'est propre, c'est nickel. Bon, c'est pas coin piquant, comme il y en a qui disent, c'est coin piquant non, mais elle est vachement propre. Ouais. Donc, c'est une réédition, donc, avec les pages au portrait, bleu clair au portrait. Et ce qui est rigolo, c'est que le dernier titre, c'est Bijoux de la Castafiore,
Mais il me semblait que moi, les derniers avec le dos rouge comme ça, enfin le dos papier, ça datait de Tintin au Tibet. Parce que au moment des bijoux de la Castafiore, c'était le même papier, encore arrondi, c'était pas encore le dos carré, qui était imprimé jaune. Alors que là, c'est vraiment un papier lisse. C'est peut-être la dernière réédition avec sous cette maquette. Ouais, c'est possible. Donc, c'est rigolo. Ouais, 2 €. Ça valait pas la peine de s'en priver. C'est un vrai représentant de commerce, celui-là. Totalement. Tu es mercantile. Totalement. Non, même pas, tu les vends pas tes trucs. Moi non plus. Oh, non. Et pour terminer, alors je voudrais présenter, voilà, j'ai enfin trouvé le tome 2 de Sasmira. Tu l'as acheté ce matin? Oui. Ah, j'ai pas vu. Et comme auteur principal, c'est assez compliqué, Laurent Vicomte. Là, il a été aidé par Claude Pellet pour cet album-là. Claude Pellet n'est pas resté. Donc, il doit y avoir une partie qui est dessinée par Laurent Vicomte. Et je ne sais pas à quel moment par Pellet, Claude Pellet après. Donc, Laurent Vicomte s'est fait connaître pour Balade au bout du monde. Et déjà, entre le tome 3 de Balade au bout du monde et le tome 4, il y a eu un très long moment. À l'époque, c'était assez inédit. Je crois que ça a mis 4 ans pour avoir la fin, ou un truc comme ça. Faut dire qu'entre le premier et le 4e album, son dessin s'est totalement transformé. Il passait presque d'un côté presque grogné à un côté presque réaliste. Mais on sent son progrès de dessin. Et on a attendu longtemps pour avoir des nouvelles de Laurent Vicomte. Et il avait lancé Sasmira sur son propre scénario. Et moi j'avais trouvé ça mais vraiment magnifique. Donc il avait sorti ça en 97. Et je trouvais qu'il y a un côté vachement élégant de son dessin, quoi. Alors peut-être que ça a été que par la suite ce genre de dessin s'est banalisé, mais je trouvais vachement élégant. Donc une histoire très mystérieuse, apparemment, je sais pas, une remontée dans le temps. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai lu. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, et pour cause. Parce que celui-là date de 97. Le tome 2 date de 2011. Ah oui, quand même. Oui, 15 ans. Il a mis 15 ans à faire la suite. Voilà. Et encore, il n'a pas tout fait. Bon. Alors, j'ai entendu bien des rumeurs. J'ai regardé sur Wikipédia. J'ai pas trouvé de confirmation. Bon, il y avait un côté perfectionniste à n'en plus finir. D'après ce que j'ai vu, il était prêt à refaire 15 fois la même planche pour être satisfait. Là-dessus, j'ai entendu dire qu'il avait été malade, qu'il était quasiment aveugle à un moment donné. Rien n'est confirmé, je peux rien affirmer de définitif. Et pas de bol, il est mort. Laurent Vicomte est mort. Apparemment, il y avait suffisamment d'éléments. Alors, est-ce qu'il avait écrit tout le scénario ou un truc comme ça? Donc, ils ont pu terminer la série. Donc, voilà. Et donc, c'est en 4 tomes. Voilà. Donc, le deuxième, Claude Pellet, c'est Fâché tout rouge. Je crois que... je sais pas, il y a eu un problème.
Donc il a fait qu'un seul tome. Ouais. Et il y a eu une troisième personne, Anaïs Bernabé, qui a enfin fini l'histoire. Donc le tome 4... date de 2018. D'accord, donc ça a commencé en 95. 97. 97, terminé 2018. Voilà. Bon. Donc je vais... Et donc j'avais trouvé le 1, 3, 4, et manquait le 2. Je vais enfin savoir ce que c'était l'histoire. D'accord, ok. Voilà. Bon, le dessin a l'air chouette hein, sur les 2 derniers tomes. Tant mieux. Moi j'ai une préférence pour Laurent Vicomte, quoi. Ouais. Moi le plus beau balade au bout du monde, le tome 4, je trouve ça fabuleux le dessin, quoi. Bon, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Enfin voilà. Ok, bon bah super. Bon bah voilà. Bon bah merci pour toutes tes trouvailles. Ouais. Allez, à la prochaine. Hein. Oui, bon bah... Ciao. Ah, j'ai oublié... Ah non, coupe pas. Ah. 64. Mais c'est que... Non, mais dis pas n'importe quoi, là. Présente. Donc, c'est le challenge Bisounours. Donc, en fait, je vous rappelle, hein, j'ouvre les Astérix. Le but, c'est de trouver une dédicace d'Uderzo, ou une signature d'Uderzo, mais bon, une dédicace, ça serait le top. Et en feuilletant simplement des Astérix qui semblent correspondre qui sont un petit peu datés, qui ne sont pas chez les professionnels. Et donc j'en suis au 64e Astérix ouvert afin d'essayer de trouver un dessin d'Uderzo. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, je ne sais pas combien d'Astérix je devrais ouvrir. Il est fort possible que j'en trouve jamais, mais pour l'instant j'en suis à 64. C'est beau l'espoir. Ouais, c'est beau.